Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le système d'exploitation temps réel, MicroCOS2 ou encore appelé Mucos2, sur lequel nous allons travailler à partir de maintenant et en travaux pratiques notamment. Nous allons donc détailler les différents services de ce système d'exploitation, ce qui fera l'objet de plusieurs vidéos. Mucos2 a été développé en 1991 par le Canadien Jean Labrosse, qui avait pour objectif de créer un petit système d'exploitation temps réel permettant de répondre à des contraintes qui lui étaient imposées dans le cadre d'un projet industriel. Ce tout petit système d'exploitation était destiné au départ à des environnements de très petite taille comme de simples microcontrôleurs avec très peu de ressources. Il est aujourd'hui disponible sur énormément de plateformes et utilisé aussi bien dans le monde académique que dans le monde industriel. Donc ce petit OS est très modulaire, très performant et a la très bonne idée d'être open source et gratuit, du moins dans le monde académique. Pour l'utiliser dans le cadre industriel, une licence est prévue et elle est payante. Le créateur de Mucos2 a également écrit un ouvrage dans lequel il a fourni tout le code du système d'exploitation en expliquant en détail son fonctionnement. Il est donc très documenté et très facile à comprendre, du moins je l'espère pour vous. Mucos2, c'est donc un OS, comme je le disais, relativement simple, comparé à d'autres systèmes d'exploitation temps réel connus comme VxWorks. Par exemple, Mucos2 ne permet de gérer que 64 tâches en parallèle, au lieu de 256 pour VxWorks. Du reste, il ne dispose que d'un simple mécanisme d'inversion de priorité. En revanche, il ne possède pas d'environnement de programmation, ce qui est de toute façon généralement le cas des systèmes d'exploitation temps réel embarqués. La taille et la simplicité de cet OS font qu'il est idéal pour des applications embarquées avec une complexité relativement faible et qui sont implantées sur des architectures aux ressources limitées. L'organisation de Mucos2 est très modulaire et les différentes fonctionnalités sont regroupées en services. Le premier service est le service de gestion de tâches, dans lequel on retrouvera les primitives destinées à créer des tâches, détruire des tâches, suspendre des tâches, changer la priorité des tâches au cours de l'exécution du programme, obtenir le statut d'une tâche et bien d'autres encore. Un autre service est dédié à la gestion du temps, ce qui permettra par exemple de générer des cycles d'attente pour certaines tâches, de déterminer le temps écoulé à partir du commencement d'une tâche ou de générer des événements à des moments précis dans le temps. Un autre service est chargé de la gestion de la synchronisation et de la communication entre les tâches. On y trouvera notamment les mécanismes que nous avons déjà eu l'occasion de voir dans d'autres vidéos, à savoir les sémaphores, les événements, les boîtes aux lettres, ainsi que les fils de messages. Ce service regroupe l'intégralité des primitives permettant d'accéder à ces mécanismes. Commençons donc par étudier le service de gestion de tâches, qui est un service essentiel dans le cadre d'un système d'exploitation. Avant d'entrer dans les détails de ce service, revenons sur la notion d'état d'une tâche. Sous MicroCOS2, une tâche peut se retrouver dans 5 états différents. Jusqu'à maintenant, je vous ai présenté un système faisant intervenir uniquement 4 états. Nous allons voir ici qu'un état additionnel est prévu sous Mucos2. Il s'agit de l'état ISR. Une tâche se retrouve dans cet état lorsqu'elle est préemptée par une interruption matérielle. Pour les autres états, je pense que vous vous rappelez de l'état terminé, qui est appelé ici l'état dormant. Les tâches se trouvant dans cet état ne peuvent pas être exécutées car elles ne peuvent pas être choisies par l'ordonnanceur. Il faut faire appel à une primitive particulière que nous verrons un petit peu plus tard et qui s'appelle OSTaskCreate pour créer une tâche. L'autre état que vous connaissez bien, c'est l'état ready. Les tâches se trouvant dans cet état sont prêtes à être exécutées et à être prélevées par l'ordonnanceur pour passer dans l'état suivant, qui est l'état running. L'état running est quant à lui occupé par la tâche qui a été choisie par l'ordonnanceur et qui dispose à un instant donné de toutes les ressources processeurs. Rappelez-vous que dans un système monoprocesseur, une seule tâche peut être exécutée à la fois. Par contre, cette tâche peut bien entendu être préemptée et revenir dans l'état ready au cours de l'exécution du programme.
Le dernier état est l'état bloqué, qui s'appelle ici, sous MicroSOS 2, waiting. Rappelez-vous que dans cet état, une tâche se met en attente d'un événement ou d'une ressource. Il peut s'agir par exemple d'une certaine durée, d'un sémaphore, d'un message dans une boîte aux lettres, etc., etc. Nous aurons l'occasion de revenir sur le concept d'événement dans une autre vidéo. La diapositive suivante présente les différents états dans lesquels peuvent se retrouver les tâches. Il est aussi mentionné les transitions entre les différents états et les primitives qui sont associées à ces transitions. Dans le cadre de ce cours, nous allons étudier toutes ces primitives en détail. Ne vous inquiétez pas, elles sont relativement simples et elles sont là aussi très bien documentées. Par exemple, une tâche qui se trouve actuellement dans l'état dormant a besoin d'être créée par la primitive OSTaskCreate pour se retrouver dans l'état ready. Un autre exemple maintenant, une tâche se trouvant dans l'état waiting, ici, peut se retrouver dans l'état dormant si la primitive OSTaskDel est appelée. Nous reviendrons sur cette primitive très bientôt, mais nous pouvons déjà sentir intuitivement que cette primitive consiste à détruire une tâche, la rendant ainsi impossible à s'exécuter. En plus de ces primitives, nous pouvons voir qu'il est mentionné sur cette figure d'autres types d'actions. Par exemple, une tâche se trouvant dans l'état running peut se retrouver dans l'état ready après une préemption. De la même manière, elle peut se retrouver dans l'état ISR si elle est interrompue par un périphérique matériel, comme nous l'avons mentionné précédemment. Revenons maintenant sur le principe de descripteur de tâche que nous avons déjà étudié. Sous MucOS 2, le descripteur de tâche est représenté par une structure de données que l'on appelle TCB, pour Task Control Block. Rappelez-vous que cette structure de données est le moyen pour le système d'exploitation de gérer les tâches. Toutes les informations relatives aux tâches sont inscrites dans le TCB et chaque tâche possède son propre TCB. Une partie du code de ce TCB est fournie là sur la diapositive suivante. Nous voyons que le premier élément de la structure est un pointeur qui va pointer sur le haut de la pile de la tâche courante. Il existe également d'autres pointeurs, comme un pointeur sur le bas de la pile, qui peut être utile dans certains cas. Un autre champ contient ici la taille de la pile, size of stack. Il existe également des champs qui permettent d'accéder à l'état d'une tâche, donc ça c'est le champ OSTCB stat, ainsi qu'un champ qui permet d'accéder à la priorité de la tâche qui s'appelle ici OSTCB prio. En regardant le code précédent, vous avez peut-être été un petit peu surpris par les types de données utilisés. En fait, lors de l'élaboration du code, les développeurs ont cru bon de redéfinir tous les types classiques du C de manière à faciliter la portabilité du code. Par exemple, si vous voyez le type int8u, il s'agit en fait d'un type entier, int, sur 8 bits, correspondant à unsigned char en langage C. Ceci a été rendu possible par l'utilisation de typedef, permettant de redéfinir un type donné. La lettre U signifie ici que le type est non signé. Pour un type signé, c'est-à-dire considérant les nombres entiers relatifs, positifs ou négatifs, ce sera la lettre S qui sera utilisée. Par exemple, un objet de type int32s sera codé sur 32 bits dans la notation signée. Revenons maintenant au TCB des tâches. Lorsqu'une tâche est créée, un TCB lui est donc alloué et tous les TCB sont stockés généralement dans une liste chaînée et sont triés en fonction de leur priorité. Notons ici que sous MucOS 2, seulement 64 tâches peuvent être créées simultanément et que chacune de ces tâches a une priorité unique. Dans ce système d'exploitation, il n'est pas possible d'avoir plusieurs tâches qui partagent la même priorité. La tâche de plus grande priorité a la priorité 1 et la tâche de plus petite priorité a la priorité 64. Ça, c'est très important pour comprendre la suite et notamment pour bien entrevoir ce qui se passe au moment de l'ordonnancement. Nous reviendrons dessus par la suite. En ce qui concerne les autres états,
Les tâches se trouvant dans l'état ready, mais aussi dans l'état waiting, sont également stockées dans des files ou des listes chaînées et sont également triées en fonction de leur priorité. Le fait de les stocker dans des listes chaînées rend assez simple leur accès tout en garantissant un maximum de flexibilité, c'est-à-dire en autorisant la gestion dynamique de ces tâches. Intéressons-nous maintenant au processus de création de tâches. Pour créer une tâche, Mucose2 met à la disposition de l'utilisateur deux fonctions, OSTaskCreate et OSTaskCreateExt, ext voulant dire ici extended ou étendu. La première fonction requiert 4 arguments. Le premier argument est un pointeur générique sur la fonction devant être exécutée par la tâche. Le deuxième argument, c'est un pointeur sur un argument optionnel que l'on peut fournir à la fonction lors de la création de la tâche. C'est ce qu'on voit ici, c'est le void étoile pdata. Le troisième argument, c'est le pointeur vers le haut de la pile, donc OSTack PTOS. Finalement, le dernier argument, c'est la priorité de la tâche. L'exemple ici présente votre premier code Micro-C OS2. Il fait intervenir la fonction principale main, dans laquelle nous faisons appel à la primitive OSTaskCreate. En dehors du programme principal, nous avons une première variable globale ici qui représente une pile ayant pour taille 2048 éléments. C'est en fait un tableau d'éléments de type OSStack, et ce type est généralement une redéfinition du type unsigned short pour coder des entiers sur 16 bits et non signés. La fonction function1 est la fonction qui va être appelée par la tâche que nous allons créer. Cette fonction ne possède pas de valeur de retour, d'accord ? Elle renvoie donc void. En revanche, elle possède un argument optionnel, donc pdata, qui est un pointeur générique que l'on pourra décider d'utiliser ou non lors de la création de la tâche. Sous Mucose2, les fonctions exécutées par les tâches sont la plupart du temps constituées de boucles infinies dans lesquelles on retrouve le code à exécuter. C'est ce qui est matérialisé ici par l'instruction while1. Dans cet exemple, la tâche va simplement se charger d'exécuter la fonction printf permettant d'afficher Hello from task 1 sur la sortie standard, qui est l'écran par exemple. Revenons maintenant à la fonction de création de tâche. Nous voyons bien que le premier argument, c'est le nom de la fonction à exécuter, qui est en fait un pointeur sur cette fonction. Le deuxième argument optionnel est nul, car on ne souhaite pas fournir d'argument à la fonction lors de la création de tâche. Le troisième argument, c'est l'adresse, en fait, du 2047e élément du tableau, task1stack, qui est en fait le haut de la pile. Finalement, le dernier argument, qui est la priorité de la tâche. Dans notre cas, la priorité sera de 1, ce qui correspond à la priorité la plus grande. Retenez bien que lorsque l'on souhaite créer une tâche, il est important d'avoir au préalable alloué suffisamment de place pour sa pile. Ceci n'est pas fait de manière automatique lors de la création de la tâche. C'est au programmeur de le prévoir en amont. Donc faites bien attention à ça. Il existe une autre fonction que nous pouvons utiliser pour créer des tâches, c'est la fonction OSTaskCreateExt. Cette fonction reprend les mêmes arguments que la fonction précédente OSTaskCreate, mais va ajouter 5 arguments, à savoir ID, qui représente un identifiant unique pour la tâche, PBOS, qui est un pointeur pointant sur le bas de la pile, stack size, qui est la taille de la pile, et d'autres arguments optionnels que l'utilisateur peut spécifier. Après la création de tâches, nous pouvons étudier la primitive qui permet de détruire les tâches, c'est-à-dire de les passer dans l'état dormant, de manière à ce qu'elles ne puissent plus être ordonnançables. La fonction permettant de détruire les tâches est appelée OSTaskDel, qui prend en argument la priorité de la tâche à détruire et qui retourne un code d'erreur si l'opération n'a pas pu aboutir. Par exemple, si l'on souhaite détruire une tâche dont la priorité n'existe pas, ou est supérieure à 64 par exemple, dans ce cas, une erreur sera retournée par la fonction.
Si la fonction retourne 0, cela signifie que l'opération de destruction s'est effectuée correctement. Lors de la destruction de la tâche, le TCB correspondant est désalloué, ainsi que toutes les ressources que possède la tâche. Une tâche détruite ou tuée peut être à nouveau créée lors de l'appel à la fonction OSTaskCreate. Notez qu'une tâche peut se tuer elle-même lorsque son travail est terminé. Dans ce cas, elle pourra utiliser la fonction OSTaskDel en lui passant OSPrioSelf en argument. Ça signifie qu'il s'agit de sa propre priorité. Les tâches sous Mucose 2 devant tourner la plupart du temps dans une boucle infinie. Ceci est un bon moyen pour terminer proprement une tâche lorsqu'elle a fini d'exécuter son travail. Il existe d'autres primitives mises à la disposition de l'utilisateur pour la gestion des tâches. Par exemple, OSTaskChangePrio permet de changer la priorité d'une tâche donnée. OSTaskSuspend qui permet de suspendre l'exécution d'une tâche pour la reprendre un petit peu plus tard grâce à la primitive OSTaskResume. Et finalement, la primitive OSTaskQuery permet de récupérer le TCB d'une tâche pour accéder à ses propres informations. Comme nous l'avons dit, il est tout à fait possible de changer la priorité d'une tâche au cours de l'exécution d'une application. Ceci est fait en appelant la primitive OSTaskChangePrio. Une exception concerne juste la tâche de plus faible priorité, la 64, dont on ne peut pas changer la priorité. La fonction OSTaskChangePrio requiert deux arguments, à savoir l'ancienne priorité et la nouvelle priorité. Elle retourne un code d'erreur dans le cas où l'opération ne peut pas se dérouler correctement, par exemple si l'on souhaite prendre la priorité d'une tâche qui existe déjà. Dans ce cas-là, bien sûr, ce n'est pas possible. Quelquefois dans une application, il est nécessaire de suspendre une tâche pendant un laps de temps donné, c'est-à-dire que l'on souhaite interdire son exécution pendant ce laps de temps. Une tâche suspendue va garder ses ressources, mais ira directement dans l'état waiting. Pour suspendre une tâche, il suffit de faire appel à la primitive OSTaskSuspend en lui fournissant la priorité de la tâche à suspendre. La tâche suspendue peut être réactivée en appelant la primitive OSTaskResume et en lui fournissant, là encore, la priorité de la tâche que l'on souhaite réactiver. Finalement, il est également possible de récupérer des informations relatives à la tâche, c'est-à-dire finalement son TCB. Ceci peut être fait grâce à l'appel à la fonction OSTaskQuery qui retournera une copie du contenu du TCB d'une tâche dont la priorité sera fournie en argument. Alors attention, lors de l'appel à cette fonction, il faudra au préalable allouer un emplacement mémoire pour stocker le TCB retourné. La fonction OSTaskQuery possède deux arguments. Le premier argument ici est la priorité de la tâche dont on souhaite obtenir le TCB. Le deuxième argument est un pointeur vers l'emplacement mémoire précédemment alloué pour stocker le TCB retourné. La valeur de retour de la fonction, c'est un code d'erreur que l'on pourra analyser en cas de problème. Voici un exemple d'utilisation de la fonction OSTaskQuery à l'intérieur d'une tâche. Nous voyons bien ici que nous définissons une variable taskData de type OSTCB qui servira à stocker le TCB de la tâche. Deux autres variables, erreur et taskPrio, seront utilisées pour stocker respectivement le code d'erreur et la priorité de la tâche que l'on obtiendra grâce au TCB. Finalement, dans l'appel à la fonction OSTaskQuery, nous fournissons en premier argument OSPrioSelf, qui signifie qu'il s'agit de la priorité de la tâche courante. Et le second argument est l'adresse de la variable taskData dans laquelle nous allons retourner le TCB de la tâche courante. Le code d'erreur, lui, il sera stocké dans la variable R. Notez que s'il n'y a pas d'erreur, alors nous pourrons sauvegarder la priorité de la tâche dans la variable taskPrio. La priorité de la tâche est obtenue dans le champ OSTCBPrio du TCB de la tâche, tel que défini dans la structure de données OSTCB qu'on a décrit tout à l'heure.
Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne le service de gestion de tâches. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.